coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on repart un peu sur ton parcours quand même, histoire parce qu'on a coupé la chic avec toutes les questions. Alors évidemment, on est pris dans le jeu, dans le truc et tout ça, donc c'est chouette. Mais du coup, voilà. Et est-ce que tu nous fais la fin de ton parcours parce que moi, je veux quand même savoir ce que tu fais dans la vie, et puis qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand. Et puis après, on fait notre page Euh, marketing compagnie. ouais. Alors, je vais faire mon parcours, mais rapidement, Vas-y. d'accord? Euh, donc, j'ai fait du terrain pendant 2 ans en tant que délégué médical. C'est un métier qui est intéressant, mais dont on peut se lasser assez rapidement. Ah ouais, parce que. Euh, Parce que c'est très encadré, parce que tu vois des médecins 10 minutes, un quart d'heure. Euh, euh, c'est pas un métier, enfin moi j'ai trouvé en tout cas très C'est épanouissant. répétitif un peu, c'est lassant quoi. Euh, ouais, c'est lassant. Je Ok. te disais par exemple que je travaille avec des urgences. Moi j'avais mis en place ces histoires d'aller voir les équipes au changement d'équipe. J'ai dû faire ça pendant 18 mois. Bon, une fois que tu l'as fait 2, 3 fois, bon, même si les équipes elles tournent, t'as pas des nouveautés à leur raconter à chaque fois, quoi. Ouais, c'est sûr, ouais. Ok. Donc voilà, ça peut être un peu lassant. Ok. Et à ce moment-là, on a déjà eu la question tout à l'heure, commencer à s'ouvrir des postes de MSL ou médecins régionaux, on appelait ça médecins régionaux, Mhm. à des non-médecins, d'accord? Ces Je postes savais pas. sont là pour apporter de l'expertise aux médecins sur les études cliniques. Je vais vous dire un truc que je suis sûr que vous ne connaissez pas. Une étude clinique publiée dans le Lancet, c'est 10 pages. D'accord. Ouais. Souvent derrière, on a ce qu'on appelle un rapport d'étude clinique, un CSR, un Clinical Study Report. C'est plusieurs milliers de pages. D'accord. Où Ok. vous Ouais, donc le avez Lancet, les 10 pages du l'ensemble des Lancet, qui est données. déjà une revue scientifique ultra. Enfin, c'est quand même assez pointu le Lancet. Ce que je dis, c'est que c'est le En résumé des fait, 10 pages, ça fait 1000 pages derrière, quoi. Alors, en fait, la publication dans le Lancet, excuse-moi, il y a de nouveau un petit décalage. La publication dans le Lancet est un résumé en fait du CSR, du Ok. Clinical Study Report. Ok. Euh, euh, on a tous eu des profs de pharma qui nous parlaient de l'AMM et du fait que quand on pose une AMM, on remplissait une camionnette. Aujourd'hui, on doit remplir un camion, hein, parce que c'était il y a 20 ans, on remplissait une Ouais, tu camionnette il y a 20 m'étonnes. ans de papier. Il y a bien sûr tous les éléments de production qui sont fondamentaux, où vous validez le process de fabrication à chaque niveau, etc. Et puis il y a toutes les études cliniques qui valident le produit, qui rentrent en ligne de compte. Et encore une fois, voilà. Alors quand je dis que ça fait plusieurs milliers de pages, c'est parce qu'en fait, chaque patient, vous avez le rapport clinique sur chaque patient. Après, vous avez une analyse très détaillée de plusieurs centaines de pages sur la compilation des données en fonction des objectifs que vous êtes fixés dans l'étude. Et voilà. Tout ça pour dire que le MSL a accès à ces données et donc voilà, il peut, s'il a des questions un peu pointues, aller chercher dans ces données-là. Donc moi, je change de poste, je change de métier, je passe de délégué à médecin régional sur la même région. J'avais à peu près le Grand Est, je crois que j'ai récupéré l'Alsace-Lorraine en plus. Euh, et là, mon métier, c'est à la demande des médecins, et les demandes, elles viennent soit spontanément, mais c'est assez rare, soit via la visite médicale. Là, on retrouve un nouveau rôle de la visite médicale ces dernières années, c'est de remonter les questions euh, auxquelles ils ne savent pas ou ils ne peuvent pas répondre aux équipes médicales qui se chargent d'y répondre. Donc mon rôle, c'est d'aller répondre à des questions assez pointues sur les médicaments dont je m'occupe. C'est, on parlait, le délégué montait des opérations médicales le soir avec des intervenants externes. Ouais. Ce métier aujourd'hui de MSL s'occupe de ces opérations. Les délégués n'ont plus le droit de faire ce genre d'opération, puisque dans ces opérations, souvent, on va parler de données hors AMM. Or, le délégué n'a le droit de parler que de données de l'AMM. Ouais, t'en parlais tout à l'heure, Et ouais. donc, c'est le MSL qui monte ce genre d'opération. Donc, ça consiste à déjà trouver les médecins qui sont intéressés par telle ou telle thématique, qui est en lien avec la stratégie de communication sur le produit. Euh, c'est trouver les intervenants, les briefer, se mettre d'accord sur toi tu vas parler plus de l'épidémio et du dépistage, toi tu vas parler plus du traitement des formes légères au premier stade, toi des traitements au stade Mhm. un peu plus avancé.
Voilà, c'est de participer à tous les congrès, donc généralement au moins régionaux, nationaux, de Donc temps là, en on temps boit des coups quand même, il y a du internationaux. champagne là, je veux dire. Il y avait du champagne Ah bah ça fait à une plaisir. Bah là, époque, ça va motiver À les une gens. époque. À une mais époque, oh merde, ça y il est, n'y en a on est plus encore. maintenant. Il n'y en a plus maintenant, c'est Ah interdit, là là. forbidden. À cause de la loi anti-cadeau, tout ça, on n'avait plus le droit d'avoir un stylo, quoi. Ah bah ouais, on est des Allemands maintenant, on n'a plus le droit. Ça rigole pas. Ah, on n'a plus le droit de Je suis rien. arrivée trop tard. C'est ça. La petite Ah bah, elle a anecdote, dit quand ça. j'allais en staff à Reims, quand j'étais MSL et que je faisais des staffs à Reims, les gens aimaient bien boire un petit coup de champagne, en effet. Ouais. Bah bien sûr, on est à Reims. Mais les produits locaux, hein, je veux dire, c'est juste pour le bienfait Les de la produits planète. locaux, Voilà, exactement. on mange local, on boit local. Exactement. C'est normal, t'es à Reims, tu bois du champ. Euh, donc je fais ça pendant 2 ans pour avancer un peu. Et ensuite, pareil, un nouveau métier qui s'ouvre au non-médecin, ce qu'on appelle le médecin produit ou le medical advisor en anglais. Et donc je deviens medical advisor. Voilà. Ouais. Avec 2 dimensions, une dimension très médicale, donc bien sûr l'expertise sur les études, le travail sur, on en a parlé un peu tout à l'heure, valider les éléments promotionnels au niveau du message médical, euh, éventuellement faire un peu de formation ou rédiger des éléments de formation, travailler sur les produits en développement, donc là beaucoup avec l'Europe sur des produits en phase 2, en phase 3, pour aller donner l'input de la filiale sur moi il faudrait peut-être plus tel comparateur, pousser aussi les leaders français, parce que généralement on essaie de pousser les leaders français dans des réunions européennes voire internationales pour que ils fassent ils fassent entendre la voix de la France et de la Ouais, manière dont la clairement, ouais. France prend en charge les patients. Travailler C'est un aussi peu un du peu avec lobbyiste aussi, ça, le quelque part. market T'es pas access. loin là-dessus, non? Est-ce que c'est loin du lobby ou de. Enfin, ouais, de. Non, on a quand même une médecine qui est reconnue et des experts qui sont reconnus mondialement. Je vais vous donner 2 exemples. Actuel, dans le cancer du sein, on a le 2e ou 3e leader mondial. Dans le cancer de la prostate, on a le 1er ou le 2e leader mondial en Ah bah France. c'est bien, ça fait Euh, plaisir. euh, et ça, c'est possible aussi parce qu'il y a l'industrie pharmaceutique qui les pousse. Ouais, puis qui reste quand même prépondérante en France. On reste quand même. On va pas parler que de la France, mais je veux dire, ça reste quand même quelque chose qui a une industrie majeure au niveau de la France, quoi, l'industrie pharma globalement. Donc, Alors, il nous reste quelques euh, trucs, c'est cool. oui et non. Par Ah rapport à merde. d'autres pays, oui et non. Oh là, j'essaye de mettre encore un peu le moral. Il me sabre à chaque fois. Oui, mais oui et non. Ça, c'est ça. T'es un peu suisse, toi. Ah non, c'est pas toi qui es censé être suisse, Vince. Non, c'est pas moi qui suis suisse. Vas-y, Non, mais excuse-moi. la France est quand même un pays très encadré au niveau des actions de communication au sens large auprès des médecins. On a quand même depuis 20 ans une politique de santé sur le médicament qui fait que l'accès au marché est devenu très compliqué en France, plus Ouais. compliqué que en Allemagne, en Angleterre, en Italie ou en Espagne. Voilà. Donc on était au milieu des années 2000, entre 2005 et 2010, on était encore le 3e ou le 4e marché mondial. Après les États-Unis, le Japon, on était devant l'Allemagne. Et aujourd'hui, on est 7e ou 8e, on est après l'Allemagne, on est après l'Italie, après l'Espagne. Bon, la Chine, je mets toujours ça à part, hein. La Chine, c'est toujours très particulier. Donc, tout est lié, et c'est lié aussi à la production. Enfin, on en a beaucoup parlé avec la crise du Covid. La France, c'est pas un pays. Vous êtes tout figé là, on est tout figé. Je sais pas si c'est Non, non, normal non, ou pas. t'entends bien. Ouais, ouais, non, c'est bien, t'entends bien. Et tu dis que la réindustrialisation, en gros, ça peut peut-être permettre de rebooster ça. Puis l'arrivée d'Anissa sur le marché du marketing, ça va tout changer, hein. Non, mais c'est évident. C'est évident. L'industrie pharma, je sais plus, mais c'était après l'industrie aéronautique le 2e ou le 3e secteur exportateur. Et on n'en a pas beaucoup en France, hein. Ouais, c'est clair. Euh, notamment grâce à la prod. Voilà, parce Ouais. qu'on produisait plus de médicaments qu'on en importait.
On exportait plus de médicaments qu'on en importait. Euh, c'est beaucoup moins 20 ans, puisque forcément, quand tu dis à un industriel, ah ben, votre produit, en fait, je vais dire une bêtise, hein, je vais dire au hasard, vous le vendez 10 000, mais en fait, moi, je vais vous le payer que 8 000. Le mec, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller plutôt installer son usine en Allemagne parce que les Allemands vont lui payer 11 ou 12 000. Oui, bien sûr. C'est logique. C'est logique. Donc, bon, si tu veux, malheureusement, tout est lié, quoi. Enfin, je pense que tout est lié. Mais moi, je l'ai vécu dans les grands groupes, voilà. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu as fait de beau après? Pour revenir à notre parcours. On va revenir à moi. Après, en fait, j'ai été MSL manager. Le chef des MSL. Le chef des MSL. J'avais une équipe de. Enfin, j'avais même à un moment, j'avais trois équipes de MSL sur 4 aires thérapeutiques différentes. Donc, une équipe de MSL, ça va de 12 à 2 personnes en fonction de l'aire thérapeutique. Et voilà. D'accord. Donc après, j'ai fait ça pendant 2 ans encore, MSL manager. Et après, j'ai monté ma boîte de consulting. Voilà. Après, j'en ai eu marre des grands groupes et la boîte de consulting. Voilà. D'accord. Et du coup, en tant que MSL manager, les missions, elles varient par rapport au poste de MSL. Qu'est-ce qui change un petit peu en dehors du fait de manager des équipes? Est-ce que tu étais toujours sur le terrain en lien avec les professionnels hospice? Alors, c'est une bonne question. En fait, Bonne question. le métier a évolué depuis 10 ans. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai pas aimé dans mon poste de MSL manager, surtout quand j'avais 2 ou 3 équipes, c'est qu'en fait, à ce moment-là, j'avais des injonctions contradictoires, c'est-à-dire qu'on me disait d'aller sur le terrain avec mes équipes et de rencontrer les leaders pour monter des projets, voilà, et puis accompagner mes équipes et développer mes équipes. Mais en même temps, on me collait des réunions toute la journée, de 8h30 à 19h30. Et quand j'étais pas aux réunions, on disait ouais, le médical terrain s'intéresse pas à ce que fait le marketing ou le business. Ouais, tu peux pas tout faire, il y a que 24 heures dans une journée, quoi. Exactement. Et ça c'était un vrai mal dans les labos. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que dans les années, je vous l'ai dit, 2005, et on va dire jusque maintenant, le médical a pris beaucoup de poids. Mais le chef d'orchestre reste le marketing, d'accord. Le chef d'orchestre reste la direction marketing-vente. Et donc, pour aligner tout ce monde-là, il faut faire des réunions. Et donc, le marketing n'avait pas la main forcément à ce moment-là sur ce que pouvait communiquer les affaires médicales sur le terrain, à travers les MSL. Donc, il voulait que le MSL manager soit là souvent en réunion, voilà, pour, d'une part, savoir un peu ce qui se racontait, et puis avoir le feedback, puisque un entretien MSL, c'est 30 minutes, 1 heure, 2 heures avec le médecin. C'est pas 10 minutes, un quart d'heure comme un délégué médical. Oui. Donc, on a le temps d'aller plus profondément dans les choses, et voilà. On est moins dans la communication, on est plus dans l'échange, et voilà. Voilà, les choses ont changé aujourd'hui, c'est-à-dire que les MSL sont beaucoup plus, managers, pardon, aujourd'hui sont beaucoup plus sur le terrain. On leur demande d'être beaucoup plus sur le terrain et moins au siège en réunion, voilà. Parce que je pense que les équipes market ont aussi compris, les directions marketing-vente ont aussi compris que voilà, ici, ça ne sert à rien de faire 25 réunions pour aligner les choses et voilà. Ah, ça c'est complètement vrai, il y a Ludo qui le disait en tant que QP Pharma dans le chat, il dit c'est la même chose en prod, mais je pense que c'est pas du tout lié au marketing et voilà, c'est le fait d'avoir la réunionnite aiguë et de se dire il faut absolument que les producteurs aillent sur le terrain et on leur demande en même temps de résoudre les problèmes et d'avoir un niveau de détail qui est des fois pas le bon, mais en même temps comment on fait pour être sur le terrain et pour comprendre le terrain et résoudre les problèmes du terrain, sachant qu'on poste notre vie dans des réunions, etc. Donc le rééquilibrage, et des fois il faut forcer un peu le trait, hein. Faut s'obliger à se dire attends, je vais pas aller à ces réunions-là, je vais les enlever et les gens vont se débrouiller eux-mêmes ou alors voilà et on va aller mettre une charlotte et aller sur le terrain. Et je pense que
Ah, mais c'est pas qu'on a le droit, c'est que c'est même un devoir. C'est un devoir de le faire. Parce que sinon on se détache complètement du truc. À un moment donné, on n'a plus la légitimité de parler des gens, voilà, ce qui se passe en vrai, et des gens qui bossent, quoi. Et enfin, on en a déjà parlé 1000 fois dans l'émission, mais voilà, de continuer d'avoir, que ce soit pour le marketing, pour la prod, etc., comprendre ce qui se passe vraiment. Et parce que les réunions c'est mignon, mais à un moment donné, voilà, on peut pas passer notre vie à ça, quoi. Donc il faut même se forcer personnellement à rééquilibrer ces choses-là. Et j'ai un exemple avec Ludo qui est juste ici, par exemple, c'est que on a été dans le même codir pendant quelques mois ensemble. Et ben les gens étaient même surpris au début, c'est de se dire mais alors, comment ça, il y a des problèmes, vous allez mettre votre Charlotte et vous allez tous les deux sur le terrain pour voir sur la bécane, vous allez regarder des flacons pour voir les vrais défauts, etc. Et les gens n'étaient pas forcément habitués parce que non, le mec du codir il est dans le bureau, quoi. Et je pense que ça reste très personnel, il faut que les gens prennent les devants là-dessus et arrêtent de... Voilà, on sera obligé toujours de faire des réunions, mais arrêtent de faire que ça de leur vie, quoi. Faut arrêter de se sentir comme des working girls, là, à un moment donné. Savoir ce qui se passe, c'est super important, quoi. C'est valable pour plusieurs domaines. Enfin, on entend souvent Partout. que les gens dans les bureaux n'ont pas la notion de la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Ouais, bah faut y aller, alors. À un moment donné, faut se bouger le cul, quoi, entre guillemets. Non, mais enfin, c'est peut-être pas aussi simple que ça pour tout le monde, mais à un moment donné, faut quand même faut forcer le destin, quoi, je veux dire. Donc voilà. Parce qu'après, on peut pas se plaindre de pas savoir ce qui se passe en vrai si on n'y va jamais. Bref, petit aparté, voilà. C'était mon petit coup de gueule du jour, voilà, c'est tout. Vas-y, Vince, je te laisse poursuivre. Non, voilà, après, moi je suis parti dans la prestation de services pour la pharma. C'est à cause de problèmes managériaux, on va dire, quand tu es manager et que tu n'es pas d'accord avec ta patronne, voilà, il y a des moments où tu passes les messages au début, puis au bout d'un moment tu dis bah non, je suis là, je ne le passerai pas, et forcément ça frite un peu. La boîte était en pleine réorganisation à ce moment-là, j'y ai passé pas loin de 10 ans. J'ai été voir les DRH qui m'ont dit, c'est pas mon problème. D'accord. Clairement. Moi, je lui ai répondu, bah, si c'est ton souci, c'est ton métier, c'est de valider des grilles d'augmentation et des grilles de bonus pour être sûr que ça rentre dans l'enveloppe, ton métier va disparaître. Et 5 ans plus tard, ils ont viré les 3/4 des PPRH du groupe. Ils les ont mis à l'Europe. Voilà. Voilà. J'en avais 10 fois moins. Voilà. D'où le fait que tu n'aimes pas trop les RH, tu nous disais hier aussi. Ah, j'aime pas ça. Et tu as décidé d'être ton propre patron aussi, du coup, quelque part. J'ai décidé d'être mon propre patron. Comme ça, t'es RH chez toi-même. Si tu as un problème d'augmentation, tu t'en prends à ton double maléfique, quoi. Et est-ce que tu peux nous dire, du coup, dans ta boîte de consulting, ce que tu fais au quotidien? Et si tu prends des stagiaires? Non. J'arrive pas. Et en quoi ça diffère par rapport à tes précédents métiers? J'ai arrêté ma boîte de consulting parce que je l'ai vendue. Voilà. D'accord. Il y a 3 ans, donc je suis sorti là en août. Aujourd'hui, c'est un peu plus free, on va dire. Je suis sur d'autres projets perso. Voilà. Et ma boîte de consulting, elle faisait 2 choses. Elle faisait la prestation de MSL. Parce que vous savez que comment dire, en fait, ce qui est compliqué dans une boîte, c'est ce qu'on appelle le nombre de FTI. Ça vous parle ou pas? Ouais, les full-time equivalent, c'est le nombre de postes, enfin le nombre de contrats, le nombre d'équivalents temps plein en français, on va dire. Équivalent temps plein en français. Ouais. Et en fait, par contre, on va se le dire, hein, l'industrie pharma, c'est une industrie qui est plutôt riche. Donc il y a de l'argent. Et en fait, la prestation, c'est-à-dire des gens qui travaillent sur le terrain pour le laboratoire, mais qui ne sont pas employés du laboratoire, qui sont employés d'une autre société, ça existe depuis très longtemps dans la vie médicale. Et ça n'existait pas sur le poste de MSL. Alors, en fait, les gens qui en faisaient, c'était des gens qui faisaient de la prestation de visite médicale ou qui étaient des cabinets de recrutement. Voilà. Et en fait, je vous ai dit que ma boîte était en organisation et à un moment, sur un de mes réseaux, j'avais 3 secteurs vacants sur 6 et j'avais demandé à mes 3 MSL restants de combler un peu le retard, enfin combler les secteurs vacants.
sans rentrer dans les détails. Au bout d'un moment, il s'épuise. Quand tu habites Toulouse, il faut aller à Strasbourg. Voilà. Tu le fais de temps en temps, mais voilà. Et en fait, j'avais vu ma direction, et ma direction m'avait dit, bah, ok, go, tu as du budget pour, entre guillemets, engager des gens externes. Et en fait, j'ai trouvé personne de compétent pour ça, qui savait parler, parce que c'est pas les mêmes métiers, on va dire, du tout, le médical et le marketing-vente. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de monter cette boîte. Voilà. Donc ça, c'est un de nos métiers. Et le deuxième métier qu'on avait, c'est ce qu'on appelle la medical education. Donc, comme souvent, ça nous vient, ou l'éducation médicale, qui nous vient des États-Unis. En fait, c'est organisé pour les laboratoires des événements d'environnement autour du produit. Donc, on coordonne pour le laboratoire ces événements qui parlent essentiellement d'environnement, qui parlent un peu produit, mais s'ils parlent produit, il faut parler de tous les produits, c'est-à-dire s'il y a, je vais dire par exemple en troisième ligne du cancer du poumon, il y a 5 produits indiqués, il faut parler des 5 produits. Hein. Et les médecins sont libres, alors libres, je mets des guillemets, dans le sens où les presses sont relues, mais par contre elles ne sont pas modifiées de faire ce qu'ils veulent. Donc c'est des événements qui se faisaient beaucoup en physique, donc sur 2 jours, hein, organisés par le labo. Moi je m'occupais de gérer le comité scientifique, le briefer avec le médecin produit, généralement sur ce qu'on attendait d'eux en termes de presse, et ensuite de relire les presses et de gérer l'événement sur place. Voilà, quelques exemples. Aujourd'hui, ça se digitalise aussi, hein, comme beaucoup de choses. Voilà. On organisait un petit peu tout ce qui est... un petit peu, je file un petit coup de main sur d'autres aspects, sur des congrès médicaux en France, voilà, l'organisation de congrès médicaux. Voilà. Il y a Nanouchka qui nous dit c'est pour mettre le patient au centre de l'action marketing. Ça a l'air de bien résumer ce que tu nous disais aussi là, un peu. Oui, mais le discours patient, il existe, il est de plus en plus présent dans la stratégie marketing, clairement. De plus en plus présent dans la stratégie marketing. Ça marche. Alors du coup, il est déjà 20h30, je vais faire mon timekeeper. Logiquement, on devrait déjà avoir terminé et on n'a pas commencé notre histoire de la marketing company. Mais alors, qu'est-ce qu'on se fait ? Est-ce qu'on se lance là-dedans et on déborde complètement ? Ou est-ce qu'on se dit, on prend des questions dans le chat et on essaie d'y répondre ? Ou est-ce que tu complètes, entre guillemets, ton parcours avec les autres types de métiers qui pourraient être inclus dans une marketing company, comme tu nous le disais hier ? Qu'est-ce que tu en penses, Vince ? J'ai peur que si on se lance dans la marketing compagnie, on en est pour un petit moment. On va partir à 22h, donc on va pas se lancer là-dedans. On fera ça dans un prochain live parce que c'est super intéressant. Mais du coup, je vais quand même demander au chat, est-ce que vous avez des questions ? Si vous en avez, posez-les sur le chat et puis on essaiera d'y répondre. Et sinon, est-ce que du coup, voilà, à la limite, on va spoiler le prochain live. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 autres peut-être types de métiers qui peuvent être accessibles, soit à des pharmaciens juniors ou pas, à des gens qui font pas forcément pharma, ou des types de métiers qu'on connaît peut-être pas forcément quand on est un bête producteur comme moi, quoi, tu vois. Non, déjà, je veux dire que, et c'est peut-être un problème à la fac aujourd'hui, on met beaucoup en avant le côté marketeur. Ça reste un métier paillette, j'ai envie de dire. Ouais. Mais paillette dans le sens où c'est un métier qui fait envie, qui donne envie, voilà. Mais pourquoi il donne envie marketeur... L'image, c'est qu'on a l'image du mec qui met un costard et une cravate et qui gagne plein d'argent. Non, c'est ça le bling bling. Oui, alors on n'est pas dans le luxe non plus, quoi. On n'est pas dans l'image. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, il y a plein de métiers qui sont accessibles aux pharmaciens. Je crois que c'est Olivier 91 370 qui l'a dit. Il y a plein de métiers à inventer, j'ai envie de dire, dans la pharma. Beaucoup de gens qui ont monté leur société de prestation pour l'industrie, puisque l'industrie pharmaceutique n'est pas différente d'une autre boîte, hein. Il y a de moins en moins de postes en interne, mais par contre, ils ont toujours du budget pour travailler avec des sociétés externes. Et je connais beaucoup de gens
qui ont monté leur société de prestations pour la pharma. Alors, on a parlé de la medical education, moi je vous ai parlé du métier de MSL, mais il y a aussi des choses sur les patients, il y a aussi des choses sur le parcours patient, voilà, sur l'analyse Qu'est-ce que de tu appelles données. le parcours patient? Je crois que tu en as parlé plusieurs fois, mais est-ce que tu peux nous le définir pour le coup? Ce que tu appelles le parcours patient? Euh, euh, Ce que j'appelle le parcours patient, c'est on sait qu'il y a, genre, je vais dire une bêtise, 10 000 patients qui souffrent d'hypercholestérolémie en France. Il y en a beaucoup Il plus, y en a un mais peu voilà. plus, ouais. Prums. Pardon. Ouais, je vais vous dire, on va dire, Voilà. Et prendre un il y petit a, saucisson pour fêter ça, tiens. il y a 1000 patients qui souffrent d'angioëdème héréditaire en France, qui est une Ok. maladie génétique. Euh, euh, on n'en a que 300 de traités sur les 1000. Euh, où sont passés ces 700 autres patients? Et tout le travail aujourd'hui des laboratoires, c'est de se dire euh, euh, j'ai 700 patients, il faut que j'aille les rechercher. Ils sont quelque part. Ils sont bloqués à un moment dans leur parcours euh, parce que soit le diagnostic n'a pas été posé, soit ils ont été mal orientés. Euh, Ah, d'accord, ok. euh, C'est ça que tu appelles le parcours euh, patient. C'est du fait de quelqu'un qui soit malade jusqu'au fait qu'il soit pris en charge et guéri quelque part. C'est tout ce qu'il y a entre les deux. Aller voir un médecin, aller être diagnostiqué, être soigné, etc., etc. être bien orienté à un moment par un procès de santé D'accord. qui a connaissance de la maladie ou de la possibilité de cette maladie et qui donc va dire bah, allez voir un spécialiste, voilà. Alors ça c'est un des aspects. Puis après il y a un autre aspect, c'est l'aspect qui peut exister, c'est l'aspect entonnoir. C'est-à-dire bah, il y a trop de patients pour le nombre de spécialistes qu'il peut y avoir à l'hôpital. Et après c'est D'accord. travailler sur comment est-ce que ces patients peuvent être pris en charge de manière différente par d'autres spécialités, en ville ou à l'hôpital en fonction des cas, voilà. C'est hyper intéressant ça Ouais, aussi. carrément, ouais. Tiens, j'ai une question à brûle-pourpoint comme ça entre deux de Mélisse qui nous dit est-ce que, petit point anglais, est-ce que vous y êtes beaucoup confronté dans les métiers des affaires médicales? En gros, il faut avoir un bon TOEIC pour faire les affaires médicales pour speak English, quoi. Euh, la réponse elle est oui. Ouais, je pense, hein. Ouais. Tu vois, tu m'aurais dit non, là j'aurais été étonné quand même, quoi. C'est déjà assez Oui, vrai parce pour la prod, que mais alors là, pour le market, j'imagine même pas, quoi. l'anglais médical n'est pas compliqué. L'anglais médical n'est pas compliqué. Ce qui va être compliqué, c'est, enfin, ce qui est là où ça, ouais, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'interactions avec l'Europe. L'Europe est quand même assez présente. Il y a des structures Europe qui coordonnent l'action de tous les pays, avec en miroir un chef de produit ou un directeur market. Au niveau des affaires médicales, un medical advisor Europe, un directeur médical Europe. Il y a beaucoup d'interactions à ce niveau-là. Donc il faut être capable d'interagir en anglais. Après, l'anglais médical n'est pas un anglais compliqué. Lire une étude clinique, écouter un speaker, voilà, c'est pas très compliqué. Ouais. Alors ça c'est quelque chose, moi je fais une petite aparté là-dessus, c'est quelque chose que je dis aussi, et c'est valable en prod ou n'importe où, c'est que quand on fait de l'anglais en pharma, en industrie pharma, il y a beaucoup de gens qui, et c'est très français aussi, ont peur de parler anglais parce que j'ai un accent de merde, etc. Et machin, ça arrive à des gens, c'est vrai. On pratique pas beaucoup à la Mais parce fac, qu'on pratique pas beaucoup à la forcément, fac, ok, très bien. Sauf que du coup, ce qu'on demande à des gens dans l'industrie pharma, comme dans plein d'autres boîtes, c'est pas de faire du Baudelaire et de savoir faire la grammaire et de connaître les verbes irréguliers par cœur. Ouais. Ça, on s'en fout. Clairement, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est se faire comprendre. C'est juste Ouais. de la communication. termes techniques, Et donc, en fait, dès lors que les gens. Voilà, alors, faut connaître un peu les termes techniques, un minimum, effectivement, mais après, sans faire du sujet-verbe complément et de parler complètement. Voilà. Le fait de regarder 2-3 séries en anglais, machin, d'avoir appris les Beatles, ça suffit des fois Ouais. pour se faire comprendre. Et encore une fois, je pense que le problème, c'est plus un problème d'appréhension des gens. Ouais. Je vais passer pour un con parce que j'ai pas fait ma parfaite Voilà, grammaire et parce que je connais pas ce mot-là, et donc du coup des fois je fais une périphrase énorme pour dire un mot qui est tout simple parce que je connais pas le mot, ou des fois je le tente en français. Mais en fait, quand on quitte cette appréhension-là et que des fois on va tenter des mots en français qui vont pas être les bons, mais c'est pas grave, la personne en face, si elle a pas compris, elle va nous le dire, et puis c'est pas grave, Ouais. on va parler. Le but, encore une fois, c'est de se faire comprendre, et c'est pas de faire du Baudelaire. Et dès lors qu'on a quitté cette appréhension, je trouve que on est vachement meilleur.
et c'est beaucoup plus fluide. Alors, il y a peut-être tout autant de fautes, mais il n'y a jamais quelqu'un qui va être de n'importe quel autre pays qui parle anglais qui va vous dire ah, mais attends, mec, t'es français, c'est quoi cet anglais de merde? Moi, j'ai jamais eu ça. Ok. Et donc, bien de le souligner, du mais coup. oui, Ouais. vraiment, parce que les gens ont, je pense, une espèce de peur. Ouais. Je sais pas si c'est lié au fait d'avoir un peu la honte ou je sais pas. Mais en fait, il faut juste le tenter et la plupart du temps, ça passe. Hein. parce que les autres, je veux dire, là on parle de. Faites Voilà. pas attention à l'accent. Mais non, ils s'en foutent. Et quand tu parles, alors, même quand tu parles anglais avec un anglais, qui lui forcément a un très bon anglais, il va te dire, bah écoute, la plupart du temps, il dit, je voudrais bien parler français comme toi Comme tu toi, parles tu parles anglais. anglais. Ok, très bien, donc ça veut dire que tu es plutôt bien. Bah ouais, Et quand c'est- tu parles anglais avec quelqu'un qui est pas anglophone de base, avec un indien, avec je sais pas quoi, etc., ils ont tous des accents super compliqués aussi. c'est vrai. Et le but, c'est d'essayer de se comprendre. Donc, il y en a pas un qui va te dire, putain, Anissa, t'es française, t'as un accent pourri, ça va pas du tout. Donc, laissez votre appréhension de côté, et ça se passera très bien à la fin. Et c'est comme ça que voilà, vous améliorerez aussi, en laissant la honte derrière vous, parce qu'il n'y a pas de honte à avoir en fait. Ok. Bref, petit aparté terminé. Moi, Vincent, je voulais aborder rapidement un petit sujet. On va pas étayer, hein, mais juste en quelques mots. Concernant les masters, on sait tous qu'il existe deux types de formations, donc les écoles privées de type école de commerce, et puis les formations universitaires. Donc ça, forcément, c'est un coût assez onéreux. Hein. Je voulais savoir, est-ce que réellement, en fait, le prix qu'on paye, il est proportionnel à la qualité de la formation, ou est-ce que dans les T'achètes un écoles diplôme. de commerce, c'est ça, est-ce qu'on achète un diplôme? Très bonne question, Clairement, Anissa. et puis, est-ce que ça va on va être défavorisé en ayant fait par exemple une formation universitaire plutôt que quelqu'un sorti d'école de commerce? Bon, on va pas citer tous les noms, mais Ok, HEC, ESCP, Voilà, l'ESSEC, c'est tout ça. ce que tu veux. Ok. C'est Bon une courage, bonne Vince, question. pour la. Elle est limite piège, celle-là. en quelques mots. Euh, c'est une bonne question. On est Malgré entre une nous, hein. disparition progressive des RH, je crois que dans l'imaginaire global, les masters HEC ou ESSEC Ouais. restent des masters entre guillemets voilà, qui Ouais, sont c'est prisé. Ouais, c'est coté, quoi. Et coté. Après, est-ce que tu récupères ton argent? C'est compliqué de te répondre quand même. Et j'ai tellement vu, et tant mieux, je vois de plus en plus de parcours moins linéaires qu'avant. C'est ce que je disais, quoi, il y a 15 ans, tu ne serais pas rentré chef de produit ou assistant chef de produit sans avoir fait le master qui va bien, quoi. Mm, mm. Euh, Aujourd'hui, tu as plus de chance. D'accord. Tu as plus de chance. Tu en as quand même moins que si tu as fait un master voilà, dans l'une des 3 grosses écoles que tu as citées. D'accord. Donc on privilégie quand même les personnes sorties de ce type d'école. Pour être honnête, hein. Tu m'entends? Non? Si, tu nous entends toujours. Non, c'est là qui veut pas répondre à la question. C'est mieux? Ah, par contre, on a l'écho, nous. On a maintenant. l'écho. Non, c'est bon. Ouf. Oui, mais les écoles de commerce sont pas vraiment axées sur le médical, nous dit Mélisse. Ouais. Donc, ouais, la vraie vérité, c'est peut-être que t'achètes ton diplôme. Bah, et, il y a ouais. deux types, je vais vite rapidement. Ouais. Il y a deux types Vince, d'écoles. coupe ton Twitch parce que là, il y a un écho monstrueux, s'il te plaît. Oui, j'allais dire, bah, peut-être que tu peux nous en parler. Oui, Ouais, on t'entend bien. parce que je sais qu'il y a deux types d'écoles, donc il y a... Oh, Non, moi je l'ai reperdu. Mince. Qui ne dit mot consent. Non, je pense qu'on a un problème avec Ouais, Vince. ouais, on a reperdu Vince. On a reperdu Vince. mince. C'est reparti, quoi. Mince. Juste pour revenir sur ça, parce que je suis pas grande connaisseuse, mais pour répondre aux commentaires, il y a les écoles de commerce où on peut étudier avec des personnes sorties de toute filière. Il y a les écoles de commerce spécialisées pour les pharmaciens. Ah, il y a des écoles. Oui, il y a deux Ah ouais, types de formations quand même. d'accord. Oui, bah, de Ça toute peut façon. être en lien avec le médical quand même. Ouais, carrément. Oui, parce que je sais qu'il y a. Enfin, je sais pas si c'est comme à l'époque, mais t'as
des gens de HEC qui ont commencé HEC par exemple, ou une Ouais. SCP, etc., et qui veulent finir par faire du médical, qui peuvent être entre guillemets rejoints sur leur parcours par des pharmaciens Ouais, c'est ça. qui ont déjà fait leurs 5 Ouais. années de pharma et qui vont finir entre guillemets sur la Ouais. spécialisation pharma et tout ce Alors voilà. qu'il y a des écoles de commerce qui prennent que des étudiants scientifiques. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a les deux Ok, ouais, références. ouais. Ok. Non, donc moi, je pense que je ne veux pas trahir un secret de dire que si je prends ce qu'il y a dans le chat, c'est un mix des deux. C'est-à-dire que ça va être rentable parce qu'à la fin, tu vas avoir un métier qui va être quand même pas mal payé, mais j'ai pas l'impression que. Enfin, ça reste quand même parce que c'est coté qu'il faut faire ce truc-là et c'est une vraie porte d'entrée qui reste même, comme disait Vince tout à l'heure, un peu dans l'imaginaire collectif Ouais. aussi. Et voilà, donc ça vaut le coup de le faire parce que si. Enfin, bon, je pense que ce serait dommage d'avoir une faiblesse là-dessus parce que Ah, t'as c'est pas sûr. voulu faire l'école de commerce, etc. Même si ça coûte des sous. Hein, bon, mais bon. C'est comme ça reste la façon dont. Voilà. Vous m'entendez Avoir un avis, Ouais, du carrément. coup, Carrément. Bon. Ça a bugué, j'ai relancé Bon, bah, Twitch. impeccable. Euh, Est-ce qu'on a retrouvé Vince ou pas? Je ne sais pas. Si, vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend bien. Bon, super. Non, tout ce que vous avez dit, en tout cas pour ce que j'ai entendu, est vrai. L'objectif du master, il va être de vous donner des fondamentaux au market quand même. Et Oui. on a beau dire, l'ESSEC et HEC et ESCP, voilà, ils savent de quoi ils parlent. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et ça va te donner Oui, c'est des bases bonnes de market. écoles. Oui, oui, on n'achète pas le diplôme à 100%. Non, non, c'était un peu provoque, mais ça reste des grandes écoles quand même, quoi. T'achètes aussi. Alors, c'est plus ou moins vrai. Et derrière, il faut que tu fasses des efforts, mais tu achètes aussi un réseau. C'est-à-dire que tu achètes des portes d'entrée pour Ouais. que ton CV, le stagiaire, il aille sur des bons labos. D'accord. Oui, donc il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Oui, un petit côté corporatiste aussi, comme il peut y avoir en pharma, et qu'il faut plutôt s'en servir que de le dénigrer, quoi. C'est vrai. Ouais. Même si des fois, c'est un peu too much, quoi. Donc, bon, ça reste un investissement, quoi. Il y a Roxane98 qui dit Châtenay-Malabry est cool. Oui, oui, c'est vrai que Châtenay est bien coté. Mais c'est parce que ça tient à une personne qui s'appelle Fallet, qui est très connu des gens qui ont fait Châtenay. Mais il est presque à la retraite, quoi. Le jour où il part, je suis pas sûr que son master survive. Il est très coté parce qu'il est très connu dans l'industrie, il a formé beaucoup de gens, donc il a une bonne image, voilà. D'accord. C'est marrant, à Châtenay, c'est comme ça pour la prod aussi. Il y a le master de Tchorelov qui était professeur Tchorelov, je sais pas comment il s'appelle, Pierre Tchorelov, je crois. Pierre, hein, qui était à Châtenay-Malabry, qui maintenant est à Bordeaux. Il a emmené son master de Châtenay, qui était très connu en prod, assurance qualité, et surtout prod, je crois d'ailleurs. Il l'a emmené à Bordeaux, et maintenant tout le monde va à Bordeaux, il a fait de l'alternance, etc. Ça tient Donc, vraiment à la réputation. mais d'une des fois, personne, ouais. quoi. mais oui, mais on le dira jamais assez. Hein. Il faut que les facs se bougent aussi là-dessus, et c'est vraiment lié aux gens et comment ils veulent former les gens, etc. Et c'est voilà. On Alors, continue. on avait la même à Dijon en prod, hein. Ouais, mais voilà. Mais c'est pour ça que c'est dommage, comme voilà, des fois il y a des facs plus ou moins dynamiques, parce que tu as des personnalités, et c'est voilà, c'est comme ça. Je crois que c'est le propre des facs, ce qui n'est pas le cas des écoles de commerce, ce qui est Exact. moins le cas des écoles de commerce. Alors c'est un peu moins vrai sur la partie master qui est très orientée industrie, où c'est important d'avoir un réseau, mais en fait ces écoles qu'on a citées sont tellement connues et reconnues que finalement la personne qui l'incarne est un peu moins importante. Ouais. Et du coup, tiens, je vais rebondir là-dessus. Ces écoles, elles sont connues, etc. Mais est-ce que ça te permet aussi d'avoir des métiers à l'étranger? Je sais plus qu'est-ce qui posait des questions, qui disait quelles sont les facilités. C'était peut-être ta copine Roxane encore, qui nous disait, attends, j'essaie de retrouver la question, qui nous demandait si du coup on avait des facilités aussi à aller faire des boulots à l'étranger en tant que marketeur qui a fait une école de commerce, par exemple, les pharma. Non, c'est compliqué de trouver un stage à l'étranger, Ouais. honnêtement. Attends, je fais juste un screenshot parce qu'il y a Wizbot qui nous met depuis tout à l'heure 25 fois le truc, donc C'est normal. Ah, mais c'est normal, c'est parce que du coup on a décidé de mettre en avant quelqu'un qui demande un stage à chaque stream pour essayer de trouver quelqu'un qui peut lui proposer un stage. ok. Wizbot, c'est J'ai pas fait un du tout. screenshot, C'est pas un monsieur. j'ai son nom et voilà.
C'était quoi la question? Il est 9h moins le quart, j'ai faim. Je sais plus Ouais, c'est quoi ouais. la question. Non, c'était est-ce que les stages à l'étranger, le truc comme ça. Mais on va bientôt finir, Vince, parce que là, on va s'arrêter bientôt Non, sur ces questions-là. c'est compliqué l'étranger. C'est compliqué l'étranger. Le meilleur moyen, ça reste le VIE. Voilà. Et oui, les VIE jusqu'à 27 ans, pas plus tard. Voilà. Le meilleur moyen, ça reste le VIE. Donc, C'est mon tu mets un téléphone. pied dans la pharma, tu fais ton stage de 6e année, tu valides ta 6e année, et ensuite tu peux postuler sur des VIE, sachant que les VIE ces dernières années, ça a été très compliqué quand même. Voilà. Ouais, avec le Covid, effectivement. Mais ouais. Ça, faudra qu'on fasse un truc sur les VIE aussi. C'est super intéressant parce que c'est valable en market, mais c'est valable comme pour. Moi, je connais plein de gens qui ont fait des essais cliniques et qui ont fait du VIE Carrément. au Mexique, au Venezuela, etc., dans plein d'endroits. Et c'est vrai que ça reste un. C'est jusqu'à 27 ans, mais jusqu'à 27 ans, c'est un super bon tremplin, belle entre guillemets. expérience. Ouais, super. Super. Et juste pour faire suite au sujet du master, si on a la possibilité, est-ce que tu conseilles de faire une alternance plutôt que de faire 6 mois à école, 6 mois de stage? Ouais, je pense que l'alternance, c'est vraiment pas bien. mal. Ouais. Ouais. Ouais, Ok. c'est vraiment bien. C'est l'avenir comme pareil, pour tous les métiers, je Dans un pense. domaine, ouais. Bah ouais. Ouais, pour beaucoup. Professionnaliser au plus proche, quoi, plutôt que de faire juste 6 mois de stage, ça reste. Ouais, parce que 6 mois de théorique quand même. Voilà. Et on peut pas dire que le pharma soit très professionnalisant, en tout cas pour l'industrie. C'est clair. C'est Ça pour permet peut-être de suivre des projets sur le long terme ou Ah en oui, faisant carrément. une année en alternance. Oui, ça permet certainement de s'imprégner plus. Voilà, puis ça permet de relier un peu de théorie à la pratique. Ça permet de te faire un réseau plus tôt. Voilà, ça permet plein de choses. Je pense qu'il y a plein d'avantages à faire de l'alternance. D'accord. Très bien. Bah, écoute, je pense qu'on est pas mal là, parce qu'on a déjà fait du coup 1h50. Ce que je vous propose, est-ce que vous avez quelques questions dans le chat encore, ou peut-être certaines qu'on n'a pas encore répondu, pour essayer de terminer. On réinvitera Vince, hein, parce que c'est vraiment cool d'avoir cette expérience-là, et on invitera d'autres gens qui font du market et de la commercialisation. Mais est-ce que vous avez des questions spécifiques pour lui, ou pour Anissa, ou pour moi, ou pour n'importe qui, ou des commentaires à nous donner avant de terminer l'émission? Enfin, le live, faut pas dire émission, on n'est toujours pas sur Antenne 2, Champs-Élysées avec Michel Drucker. Ludo président, voilà, ça c'est quelque chose qui est dit, voilà. Le réalisateur est au top sur les transitions, t'as raison, le gars du labo. Arrêtez là. C'est vrai, t'as fait du... Oh là là. C'est carrément Pulicino, quoi. On n'a pas vu de la soirée. Mais ouais, on l'a pas vu, il est là, il parle pas et tout ça, non mais... Un petit coucou. Viens faire un coucou quand même, quoi. Il s'est pris au jeu de faire la technique, tout ça, il se sent bien dans la... De la soirée, super. Oh, le décalage. Ah ouais, t'as vu? Ah ouais. Je sais pas si on le voit. Bon, il était là. Donc on parlait de l'anglais, je regardais les... Ah, il y avait une question tout à l'heure qui était intéressante. Bah, ouais, je sais pas si on aura le temps d'y répondre, mais c'est de MC Boral qui disait, est-ce que le marketing... Enfin, depuis quand ça date, en fait, le marketing? Est-ce que c'est depuis le début de la prod, ça existe, le marketing et la commercialisation, ou c'est... Mais là, pareil. Est-ce que le marketing existe depuis le début de la production pharma? C'est ce qu'elle nous a posé comme question. Non, je sais pas. Je pense que le marketing, il a commencé dans les années 70. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Voilà. Bah, au moment où on a eu les BPF en prod, tu vois, c'était à peu près au même moment. Avant, on faisait un peu ce qu'on voulait, quoi. Alors juste peut-être pour finaliser, dernière question. Vas-y, Est-ce vas-y, que, Nissa. est-ce que tu peux nous citer finalement un métier pour une première expérience dans le domaine, pour un jeune diplômé? Non, je te l'ai dit, je pense que le plus compliqué, c'est de mettre un pied dans un labo. Dans- La première expérience, c'est toujours compliqué. Donc ça peut être du market, ça peut être aux affaires médicales. J'ai de plus en plus de gens qui font, on en parlait tout à l'heure, un master, soit dans une grande école ou en fac, qui derrière vont faire un stage médical, aux affaires médicales, ou un stage sur la direction de l'accès au marché, market access, ce qu'on appelle market access. Il faut un peu, c'est ce que je disais, désacraliser le marketing en fait. Ce qu'on demande aujourd'hui à un chef de produit est pas foncièrement
je veux pas dénigrer le market, c'est quelque chose d'important, mais c'est pas foncièrement compliqué. Tout est tellement cadré, tout arrive tellement de l'Europe que la marge de manœuvre, elles sont faibles. Donc, ce qui va faire la différence, alors c'est un mot à la mode que j'aime à moitié, mais c'est compliqué de le traduire en français. C'est ton leadership, c'est ta façon de gérer les projets, c'est ta façon de nouer des liens. Après, faut pas croire que tu vas avoir l'idée révolutionnaire qui va faire que ton produit va être vendu 2 fois plus que dans le pays d'à côté, quoi. Aujourd'hui, surtout sur les produits hyper techniques et hyper ciblés en plus en termes d'indication. Voilà. C'est si tu vas avoir. Alors, je vais me contredire un peu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tout un champ qui se développe sur. On en a parlé un peu, bien sûr, le parcours patient, mais aussi tout ce qui est data. Les data en santé et comment tout ça peut interagir entre l'industrie pharma, les médecins, les sociétés savantes. Enfin voilà, il y a encore un champ important d'exploration et je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire, quoi. D'accord. En tout cas, moi, ce qui me fait plaisir, c'est une remarque personnelle, c'est de me dire, les pharmaciens qui bossent dans le market, ils sont encore dans le médical, dans le patient. Enfin, tu vois, tout ce que tu disais depuis tout à l'heure, Vince, c'est loin de ce qu'on pourrait avoir comme image bling-bling du type qui dit, attends, mais le mec, il fait du market, il met un costard, cravate, des lunettes noires, il va choper du dollar à chier partout et tout ça, et il devient tellement loin du patient ou du produit qu'il s'en est plus un professionnel de santé. Et moi, j'espère que les gens qui ont suivi le live, ils ont cette sensation-là aussi. Moi, je trouve que comme t'en parles, Vin, c'est super cool parce qu'on voit que t'es dans ton truc, t'es proche du médical. Moi, ça m'étonne même carrément de tout ce que tu peux connaître sur le médical, sur les types de produits, sur le parcours patient, toutes ces choses-là. On est vraiment centré sur la pathologie, en fait, sur le patient, voilà. Et quelque part, moi, je trouve ça. Alors, je sais pas si c'est le système qui est bien fait ou si c'est parce que toi, t'es particulièrement bon, monsieur Vince, mais ça rassure sur le fait que, voilà, même les mecs qui sont dans le business, dans le milieu de l'industrie pharma, mais ça reste des gens qui sont dans la pharma et qui sont quand même, dont le but ultime, ça reste quand même de soigner des gens, quoi, en fait. Et je sais pas, moi, ça me rassure perso, ça me fait plaisir. Je suis peut-être un peu naïf, mais c'est cool, en tout cas. On reste plus tourné vers ce milieu médical que sur les sites de prod où on est vraiment loin de tout ça. On est plus technique, opérationnel. Mais tu vois, on aurait pu être aussi très business pur et dur. Et se dire finalement, je vends des médocs comme je pourrais vendre des paires de godasses de chez Nike ou Adidas ou je sais pas quoi. Et à la limite, le médecin, à la fin, je m'en fous des gens. Il y a des boîtes, mais il y a des patients, mais ça pourrait être des mecs qui portent des chaussures. Ouais. Et je trouve que là, ça transparaît quand même le fait que ce soit. Alors peut-être que c'est parce que c'est très cadré aussi, ou parce que les gens, ils ont quand même cette appétence-là pour la médecine ou le médicament à la base, qui fait que ça se gère automatiquement, ça se régule tout seul. Mais c'est plutôt cool en tout cas, moi je trouve. Voilà, c'est une remarque personnelle, c'est pareil, c'est comme mon coup de gueule tout à l'heure sur voilà. Très bien. Bon bah écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Vince, vas-y, termine s'il te plaît. Si vous me réinvitez, voilà. Non, on pourra parler de l'organisation d'une marketing compagnie et comment finalement tous les métiers interagissent et voir justement, après on fera un troisième truc sur là où le pharmacien peut avoir un rôle et où aujourd'hui il a un rôle. Et il y a plein de champs des possibles, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de faire chef de produit, vous allez y arriver, puis à la fin vous allez finir comme moi ou voilà, je suis très loin aujourd'hui de ça, mais je regarde cette culture pharmaceutique. C'est vrai que nos études nous ont inculqué une culture pharmaceutique forte, qui est importante, qui reste importante pour moi, quoi. Voilà. Et qui favorise la multiplicité des métiers, comme pour la prod aussi, où la curiosité fait aussi qu'on peut aller faire plein de trucs. Ça dépend aussi des gens, mais ouais, c'est chouette. Mais on te réinvitera à Provi vite. C'est trop intéressant pour qu'on en reste là-dessus. On en fera 2, 3, 10 s'il faut. Avec toi et Jules aussi, si on peut. Mais ce sera avec plaisir. Merci en tout cas d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était vraiment cool. Merci beaucoup Anissa d'être venue pour poser ces questions toujours très très pertinentes. Pareil, tu auras le droit de revenir aussi. Ou Roxane pourra venir si elle veut aussi. Carrément. Et puis merci à vous.